Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Un très bon dimanche à tous, très heureux de vous retrouver, Frédéric Jarraud, pour ce rendez-vous des clés du mystère, comme chaque dimanche en fin de matinée, en compagnie du professeur Yves Lignon. Yves, bonjour. Bonjour Frédéric. L'émission de cette semaine s'intitule La nécromancienne d'Andorre et le fantôme de Brutus. C'est donc une émission spéciale fantôme. C'est une émission aussi de prof, si vous me permettez. Très bien, je serai votre élève alors. Voilà, vous allez être un peu mon élève ce dimanche, parce que à travers ces deux histoires qui sont très fortes, mais qui sont aussi très anciennes, nous allons peut-être pouvoir faire un certain point sur les phénomènes, et en particulier sur les phénomènes d'apparition, parce que nous allons constater qu'ils sont connus depuis toujours. Ces deux histoires que je vais vous raconter datent de la plus haute antiquité. La première, celle de la nécromancienne, la femme qui évoquait les morts, elle date de certainement 1000 ans avant la naissance du Christ. Ça fait 3000 ans au jour d'aujourd'hui, compterons. Mais donc, et on la trouve dans la Bible. Alors, on va me dire, oui, vous comprenez, la Bible, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas le petit Larousse, la Bible, ni même le grand Larousse. Je suis d'accord. Mais le fait qu'on trouve ce genre d'histoire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça montre que déjà, il y a 3000 ans, ce genre d'histoire apparaissait comme crédible. Parce que l'auteur de la Bible est anonyme, mais il n'aurait pas raconté des histoires qui auraient amené ses lecteurs à dire bon, c'est du vent, tout ça, on va pas plus loin, mettez-moi ce bouquin au récup papier. Ouais. Dans la mesure où on parle de fantômes dans la Bible, c'est que il y a déjà à l'époque une réalité autour des fantômes. Une réalité que quand on parle d'un fantôme aux gens, ben ça leur dit quelque chose. Et donc, c'est un point important. Et la seconde histoire, alors là, c'est justement pour faire la différence, je vous ai dit, ce matin, c'est le prof. La seconde histoire, elle est rapportée par un historien, et un des plus grands historiens de l'Antiquité, Plutarque. Alors là, c'est un historien, il est aussi solide que notre Alain Decaux, si vous voulez. Ah oui, donc, c'est tout à fait différent. Métier, ouais. Mais c'est de nouveau une histoire de fantôme. Et tout ça, ça me permet de faire ma démonstration, à savoir que les histoires de fantômes, il y en a eu de tout temps, et que s'il y en a eu de tout temps, c'est que derrière les histoires de fantômes, il y a certainement une réalité. On commence par la première. Donc nous commençons, nous sommes 3000 ans d'aujourd'hui. C'est le début de l'été, et c'est le soir, et nous sommes en Palestine. Nous sommes près d'un village qui existe toujours, et qui s'appelle Andorre. E-N-D-O-R-E, pour pas confondre, pour pas aller y acheter des cigarettes. Voilà, c'est donc, ça. En Palestine, et là, dans ce village, vit une vieille femme qu'on appelle la nécromancienne. On ne sait pas quel est son nom. Et pourquoi l'appelle-t-on la nécromancienne ? Parce qu'elle a, paraît-il, le pouvoir d'évoquer les morts et de les faire apparaître. Donc, si vous allez consulter cette nécromancienne, eh bien, vous lui direz je voudrais que mon père se manifeste de manière à ce qu'il me conseille. J'ai une décision à prendre dans ma vie. J'ai besoin du conseil de mon père. Malheureusement, mon père est mort depuis 10 ans, depuis 15 ans. Alors, madame, pouvez-vous l'évoquer ? Voilà ce qu'on croyait à l'époque. C'est une ambiance grand-guignolesque. Parce que la nécromancienne ne recevait que le soir. Et en plus, à l'époque, on n'avait pas de lampe à économie d'énergie. Donc c'était vraiment dans le noir. Non, c'était pas dans le noir, c'était dans une ambiance peu éclairée. Ouais. Quelques lampes à huile, le feu, même au printemps, même en été, chez la nécromancienne, il y avait toujours un feu de bûche. Et vous allez voir pourquoi. Le feu, la pénombre. Et donc, ce soir de printemps d'il y a 3000 ans, la nécromancienne attend un visiteur. Et elle n'attend pas n'importe quel visiteur. C'est un visiteur d'importance.
ça n'est pas n'importe qui. Or, effectivement, s'il y a dans le village d'Andorre des personnes qui rôdent encore alors que la nuit est déjà bien tombée, elles peuvent voir un personnage qui se rend vers la maison de la nécromancienne. Ce personnage porte une cape. Il a certainement envie de se dissimuler. Mais la cape n'empêche pas de voir par moments, à l'occasion d'une enjambée, à l'occasion d'un geste du bras, ses riches vêtements. Et puis de toute façon, ce personnage qui se veut discret, l'est-il tellement, puisqu'il est accompagné d'un petit groupe qui est visiblement un groupe de soldats en armes. Personnage important. Donc, ce personnage important et ses gardes du corps s'approchent d'une maison modeste, c'est celle de la nécromancienne. On frappe, on pousse la porte. La vieille dame là, elle attend. Elle va évoquer un mort. Et on l'évoquera, nous, dans quelques instants à peine, pour la deuxième partie de cette histoire. Les clés du mystère sur Sud Radio, jusqu'à midi. Les fantômes, c'est notre sujet de prédilection cette semaine dans les clés du mystère avec Yves Lignon sur Sud Radio. Nous sommes pour cette première histoire. Il y a 3000 ans, nous sommes en présence d'une nécromancienne dans un village, c'est-à-dire une femme qui évoque les morts. Elle est chez elle, elle attend, j'allais dire, son client, son patient, en tout cas la visite d'un personnage d'une très haute importance qui entre chez elle. Que se passe-t-il après, Yves ? Eh bien, ce personnage qui vient de soulever la tenture, qui masque la porte, nous pouvons dire qui c'est maintenant, c'est Saoul. Saoul, c'est le premier roi des Hébreux. C'est le premier qui ait été proclamé roi des Hébreux. Et il a été proclamé par qui ? Par un inspiré de Dieu, par un prophète qui se nommait Samuel. C'est donc au moment où les Hébreux ont eu besoin d'avoir un roi, d'avoir un chef unique, si vous voulez. On se souvient des 12 tribus d'Israël, mais ça, c'était avant. Donc, si nous parlons d'un point de vue politique, les 12 tribus se sont fédérées et ont voulu se donner un chef unique. Ce chef unique, c'est Saoul, mais Saoul a été désigné par le prophète Samuel. Et donc, pour les Hébreux, c'est bien Dieu qui, par l'intermédiaire de Samuel, a choisi celui qui serait leur roi. Malheureusement, on ne peut pas dire que la conduite du roi, une fois en place, ait eu de quoi plaire à Dieu. Il a eu une vie quelque peu dissolue. Bon, oui, ce sont c'est un coquin. Quand on est désigné par Dieu, bon, il y a des sous-entendus. Oui, on a une ligne de conduite à tenir et il ne l'a pas tellement tenue. Par ailleurs, il semble qu'il ait aussi quelquefois confondu ses poches personnelles et les poches du royaume hébreu qui venait de naître. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc, il a commis de nombreux péchés. Eh bien, Dieu l'a rejeté. Et Saoul a eu des visions. Dieu lui a dit, ce n'est pas l'un de ces... On te laisse roi puisqu'on t'a nommé jusqu'à ta mort, mais ce n'est pas un de tes fils qui te succédera, c'est David, le roi David, dont nous avons tous entendu parler, qui est ton gendre, qui prendra ta place une fois que tu seras mort. Seulement... c'est bien beau mourir, mais comment peut mourir un roi ? Eh bien, il peut mourir lors d'une bataille. Le royaume des Hébreux est envahi par un peuple qui s'appelle les Philistins. Et c'est pour cela que ce soir, le roi Saoul est chez la nécromancienne d'Andorre, parce que demain, sur la colline de Gelboé, il va livrer bataille aux Philistins. Et c'est un quitte ou double. Il n'y aura pas de quartier. Donc, si Saoul gagne, il va être conforté, il est encore roi des Hébreux. Mais s'il perd, il sait qu'il sera massacré ou qu'il n'aura plus qu'à se suicider. Donc c'est un enjeu important. Oui, c'est un enjeu important. Et puis lui, il est attaché à la royauté, malgré qu'il sache que son comportement ne plaît pas à Dieu, il est attaché à la royauté. Donc il vient consulter la nécromancienne pour savoir
comment va se dérouler la bataille demain. Mais pour cela, il a besoin que la nécromancienne évoque celui qui a fait de lui un roi, c'est-à-dire le prophète Samuel. Et donc, comment va se passer cette rencontre avec cette nécromancienne? On y revient dans un instant, après une petite pause. Yves, s'il vous plaît. Les clés du mystère avec Yves Lignon, consacré aux fantômes, avec cette histoire qui date d'il y a 3000 ans et qui prouve que les histoires de fantômes sont très anciennes, évidemment. Nous sommes en présence d'une nécromancienne dans le village d'Andorre. Et cette nécromancienne, donc, qui est capable d'évoquer les morts, est en présence du roi Saoul, ou Saül, on dit Saoul plutôt, c'est ça? Oui, je suppose. Pas vérifier la prononciation. il écoute de la musique, Saoul, bien sûr, c'est bien connu. Et donc, cette confrontation est assez étonnante. Comment se passe-t-elle, cette rencontre entre cette nécromancienne et ce personnage éminent? Ce que le roi vient de demander à la nécromancienne, c'est d'évoquer, de faire apparaître le prophète Samuel, qui est mort depuis longtemps, mais c'est le prophète qui a sacré le roi. Et on va demander au prophète, s'il veut bien se manifester depuis le pays des morts, de dire comment se déroulera la bataille du lendemain. Vous imaginez la scène, Frédéric? La pièce est sombre. Le roi s'est accroupi près du feu. Ses gardes sont debout. Ce sont des silhouettes vraiment très indistinctes. Ils sont 4 ou 5. Ils sont près de la porte, appuyés sur leurs lances, sans doute. La magicienne s'agite. C'est une silhouette indécise. Elle est à peine éclairée. Il y a 1 ou 2 lampes à huile. Il y a les braises. Et c'est tout. Ces braises sont là. La femme en prend quelques-unes dans le foyer et elle les place dans un vase sur un haut trépied. Le roi est silencieux. Je suppose qu'il doit être un peu aussi haletant. Oui, étant donné sa respiration devient saccadée. Et donc peut-être que cette respiration couvre par moments le grésillement du charbon. Toujours est-il que la nécromancienne prend dans un sac une poudre qu'elle jette sur les braises qui sont dans ce trépied. Il y a un grésillement. Une brume monte, elle devient épaisse, elle s'étire à la verticale, elle se déplace un peu, parce que si le fantôme reste au-dessus du trépied, ça va être chaud pour les pieds. La masse de brume se déplace, s'écarte du trépied, prend forme, et notre roi, Saül, qui est là, assis, accroupi par terre, se redresse. Parce que fur et à mesure que la silhouette prend forme, lui, le roi, se rend compte qui est cette silhouette, qui est ce grand vieillard voûté, enveloppé dans le voile qui marque sa fonction de prophète. Et là, le roi Saül, reconnaît instantanément que c'est bien le prophète Samuel qui est revenu d'entre les morts. Alors, il n'a plus qu'à poser sa question. Et là, le fantôme lui dit « Roi, Dieu ne t'accorde pas un nouveau sursis. C'est fini. Demain, tu vas livrer bataille, mais tu perdras, tu mourras, et 3 de tes fils mourront aussi. » Et la brume se disperse. Je ne sais pas si la nécromancienne a tendu la main en disant « ça fait tant ». Oui, bon, peut-être. C'est comme ça que c'est fini. Ouais. Je ne sais pas, mais... Alors, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, ça, alors? Non, et effectivement, le lendemain, ça s'est passé comme le fantôme du prophète Samuel l'avait annoncé. Est-ce que c'est lui-même, et seulement lui-même, qui a été témoin de cette apparition? Non, il y avait les gardes aussi. Ouais. Il y avait les gardes. Maintenant, je le répète, ça nous est rapporté dans un texte de l'Ancien Testament qui date de 3000 ans. Ouais. Et donc, ça n'est pas un cours d'histoire. Ça a été aussi, cette histoire a été quand même suffisamment marquante pour qu'elle soit reprise par des poètes, je pense par exemple à Lamartine dans ses méditations. Pour moi, ce qui est important, Frédéric, je le disais en commençant, c'est que cette histoire-là, avec ses 3000 ans, elle est bien antérieure à SOS Fantôme. Oui, c'est sûr. Ghostbusters, ça n'existait pas. Et elle n'est pas la seule du genre.
Donc, ça tend à montrer que les phénomènes parapsychologiques, et en l'occurrence les histoires d'apparition, c'est pas une invention contemporaine. Je le disais, on en parlait tout à l'heure, il y a 3000 ans dans la Bible, parce que ça avait un sens pour les gens de l'époque. Maintenant, je ne prétends pas que c'est une preuve scientifique. Mais je vais dire, et là aussi je l'ai annoncé dans une pipe, et le prof donne le programme de son cours, Oui. je vais dire qu'il y a des témoignages plus récents et qui là sont des témoignages d'historiens, comme Plutarque. Et donc ce sera l'histoire du fantôme de Brutus. Sur laquelle on revient plus tard, après une petite pause. À tout de suite, Yves. La suite des clés du mystère sur Sud Radio en ce dimanche, comme chaque fin de matinée. Frédéric Jarreau, Yves Lignon avec une autre histoire sur les fantômes, puisque c'est notre sujet de conversation aujourd'hui. Plus récente que la précédente, mais pas toute jeune quand même. Hein. Plutarque, voilà, elle a 1000 ans de moins. Hein. Elle a 1000 ans de moins. Elle se passe une cinquantaine d'années avant la naissance de Jésus-Christ. À l'époque où un petit village gaulois, vous voyez ce que je veux dire, Frédéric ? Ah oui, ça me rappelle quelque chose. À l'époque où un petit village gaulois résistait aux Romains à coup de grandes lampées de potions magiques. Donc elle se passe très exactement juste après la mort de Jules César. Et Jules César est mort en 44 ans avant la naissance du Christ. Il est mort assassiné. L'histoire elle-même nous est racontée par l'historien Plutarque, qui a vécu, qui est né à peu près 100 ans après le meurtre. Et donc, ce qui m'a servi de base pour préparer cette seconde histoire, c'est un travail d'historien. Ce n'est pas parce qu'on est romain de l'Antiquité qu'on est plus mauvais historien qu'un historien contemporain. Or, Plutarque a enquêté sur une affaire qui datait de 100 ans à la date de sa naissance. Mais si vous voulez, quand un historien d'aujourd'hui qui est né, mettons, nous allons dire en 1960, un historien qui a une cinquantaine d'années, un universitaire bien connu, solide, etc. Donc un historien qui est né en 1960 et qui fait un travail sur la guerre franco-prussienne de 1870, il est à peu près dans la même situation de décalage que Plutarque. Bien sûr. Simplement, notre historien contemporain dispose d'une meilleure technologie, les informations lui arrivent plus rapidement, mais il va faire comme Plutarque, il va enquêter, essayer sinon de retrouver des témoins directs, de retrouver des gens de familles de témoins, etc. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'a fait Plutarque. Donc nous parlons, c'est extrêmement important, nous partons d'un travail d'historien. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, 44 ans avant Jésus-Christ, Jules César, celui que nous connaissons tous, est mort assassiné. Il a été assassiné alors qu'il se rendait au Sénat par un groupe de conspirateurs qui l'attendaient et qui l'ont poignardé. Il est mort à coup de poignard. Et parmi ces conspirateurs, il y avait son fils adoptif. Brutus, tout coco et mi-fili. Voilà, Brutus à qui César, en s'effondrant, a dit « Toi aussi, mon fils, tu fais partie des meurtriers ». Et de suite après, Brutus s'est enfui. Il s'est enfui parce que il avait mauvaise conscience. Ouais. Et puis, il s'est enfui avec des troupes qui lui étaient fidèles. Et il a été poursuivi par deux généraux, Antoine et Octave, Antoine celui de Cléopâtre, et Octave qui deviendra plus tard l'empereur Auguste, qui l'ont poursuivi et qui voulaient absolument le mettre à mort. Et la poursuite a duré 2 ans, s'il vous plaît. Ah oui, carrément. Pendant 2 ans, Brutus parcourait l'Europe, il s'était éloigné vers la Macédoine, et il fuyait son remords. Et d'après ce qu'a pu retrouver comme information notre Plutarque, eh bien, Brutus se sentait poursuivi par une malédiction. La malédiction du meurtrier. Ah oui, la vengeance. La vengeance. Mais Brutus se demandait s'il n'était pas poursuivi par le fantôme de César. Parce que commettre un meurtre, même un meurtre politique, je suppose que ça vous secoue dans la tête, mais quand c'est le meurtre de votre père adoptif,
de celui qui vous a élevé, même si Freud n'était pas là chez les Romains, ça doit faire mal. Donc, de toute évidence, disent les témoins qui ont pu être retrouvés, pendant cette période de 2 ans de galopade, entouré des fidèles, et ils étaient nombreux, il avait une armée importante qui le suivait, Brutus. Pendant ces 2 ans de galopade, Brutus, en quelque sorte, n'était plus le même. Il était obsédé, il sentait peser une malédiction sur lui. Et on va voir un dans soir, un instant, sous la tente, peut-on dire que la malédiction s'est montrée. Et voilà, on va voir comment elle s'est montrée, comment elle s'est manifestée. On va juste marquer une petite pause sur Sud Radio et on retrouve la suite de cette histoire dans Les Clés du Mystère. Les Clés du Mystère, Frédéric Jarreau, Yves Lignon, jusqu'à midi sur Sud Radio, consacré aux fantômes, avec cette deuxième histoire rapportée par l'historien Plutarque. C'est la fameuse histoire de Brutus, le fils adoptif de César, qui donc a contribué à la conspiration qui a vu la fin de César, l'assassinat de César. Et donc évidemment Brutus s'enfuit car il se sent responsable. Il est poursuivi par l'armée d'Antoine et d'Octave et il se réfugie en Macédoine. Et un jour, il y a une apparition qui vient aux yeux, j'allais dire, c'est ça? Oui, alors, selon les témoins, parce que de nouveau, il y a des témoins. Dans ces affaires-là, vous voyez, Frédéric, il faut toujours parler de témoignages au pluriel. On peut au moins confronter. Plusieurs personnes l'ont vu. C'est pas quelqu'un me raconte une histoire. Donc, Brutus est sous la tente, toujours. C'est cette fuite perpétuelle, cette fuite qui dure depuis 2 ans. Et il est devenu insomniaque, Brutus. Les témoins le disent depuis longtemps. Il a du mal à trouver le sommeil parce qu'il est sans arrêt, comme je l'expliquais tout à l'heure, envahi par des pensées moroses. Ça va pas, il n'a pas le moral. Il fait sa dépression. Et donc il est là sur la tente, il est tout seul. Il n'y a pas de femme ce jour-là. C'était Brutus, quelqu'un qui était un peu du genre amenez-moi une escort girl, vous voyez. Donc il est seul. Le moral est pas fameux, mais il y a 2 gardes devant la porte de sa tente. Donc il se laisse aller à ses idées noires. Il tourne le dos à l'entrée de la tente. Et dans son dos, il entend un bruit de tenture, donc comme si quelqu'un entrait. Puis quelques pas, et il se retourne. Et là, mais comment quelqu'un a-t-il pu se trouver là ? Or là, il y a une forme humaine. C'est la pénombre là aussi. Donc il ne distingue pas bien cette silhouette. Mais quand même, Brutus, c'était quelqu'un d'intelligent. Comment cet être, cet homme, ce fantôme peut-être, a-t-il pu franchir la porte de la tente ? Il y a 2 soldats de l'autre côté qui croisent leurs lances dès que quelqu'un approche. Il n'a pas entendu les soldats crier « Halte, qui va là ?» Le premier bruit a été celui de la tenture qui se soulève. Le second, qui l'a fait se retourner, des pas sur le sol. Et Brutus, c'était aussi un homme courageux. Il avait beaucoup de défauts, peut-être, peut-on trouver en tant qu'individu, mais il était courageux. Et donc, il réagit tout de suite, il comprend qu'il se passe quelque chose d'anormal. Mais qu'est-ce que vous auriez fait, Frédéric ? Moi, je me serais affolé, j'aurais eu peur. Vous auriez eu peur. Bon, non, ce qu'on peut dire de quelqu'un qui est un militaire, qui a un certain courage, c'est qu'il aurait appelé la garde. Oui, bien sûr. Rattrapez cet homme, oui, rattrapez-le. Venez, comment avez-vous laissé passer cet individu ? Emparez-vous-en. Or, Brutus, justement parce qu'il est courageux et parce qu'il est intelligent, se rend compte qu'il y a quelque chose de paranormal. Paranormal, c'est moi qui le dis. Lui, il a dû penser anormal, mais moi, je pense que c'est paranormal. Et il s'adresse au personnage en lui disant « Qui es-tu ? Es-tu un homme ? Es-tu un dieu venu pour me parler ? Es-tu un fantôme ?» Et la silhouette, avant de disparaître instantanément, répond par cette phrase à la fois percutante et mystérieuse. Et Brutus, qui ne distingue pas les traits de son visiteur, a cependant l'impression que ce visiteur le regarde dans le blanc des yeux.
Donc le fantôme, ce que vous voudrez, répond « Je ne suis pas un homme, je ne suis pas un dieu, je suis ton mauvais génie, Brutus, celui qui t'a poussé à commettre un crime, et tu me reverras bientôt quand tu t'approcheras d'une ville qui s'appelle Philippès. » Instantanément, la forme disparaît, Brutus se précipite, secoue les gardes. Qui avez-vous laissé entrer? Personne, bien sûr. Ouais. Et donc, rendez-vous est pris pour quelques jours plus tard. Exactement. Et on va marquer une petite pause à ce moment précis de votre récit, Yves, pour se retrouver et voir comment les choses évoluent quelques jours plus tard. Car le rendez-vous est manifestement pris avec ce fantôme. A tout de suite, Yves. Dernière ligne droite de notre émission, de notre récit, Yves Lignon, histoire de fantômes, puisque les fantômes constituent le sujet de ce dimanche. Avec Brutus, ce fils indigne, fils adoptif de César, qui a contribué à l'assassinat de César, qui fuit donc Octave et Antoine, qui se retrouvent en Macédoine. Un soir, sous la tente, il voit l'apparition d'un mauvais génie qui lui donne rendez-vous quelques jours plus tard, aux abords de la ville de Philippès. Et donc, nous voici à Philippès. C'est une ville qui est au centre d'une plaine. Un peu plus loin, comme toujours, aux limites des plaines, il y a une rangée de collines. Et le bivouac de l'armée de Brutus a été dressé. Mais ce soir-là n'est pas comme les autres. Parce que c'est la fin de la poursuite qui dure depuis 2 ans. L'armée d'Antoine et d'Octave, qui donne la chasse à l'assassin de César depuis 24 mois, l'a enfin rattrapé. Et donc, si dans la plaine il y a les feux de camp de Brutus, les soldats de Brutus distinguent d'autres feux sur la colline, ceux de Antoine et Cléopâtre. Demain, c'est la bataille. C'est la bataille finale. Brutus, dans sa tente, ne dort pas. Mais ce soir-là, ce n'est pas parce qu'il a des insomnies, parce qu'il a des remords, lui, le meurtrier. Brutus ne dort pas parce qu'il ne dort jamais la veille d'une bataille. Il passe une nuit blanche chaque fois qu'il doit mener un combat, pour se préparer, pour se concentrer. Nous dirions presque peut-être pour méditer. Médite-t-il? Je ne sais pas. Mais en tout cas, alors qu'il est là, il regarde des cartes très sommaires. Il refait le compte de ses troupes, de ses diverses légions, de ses approvisionnements en armes. Eh bien, une seconde fois, et il y a toujours 2 gardes devant la porte de la tente, une seconde fois, bruit de tenture, quelques pas. Brutus lève la tête et il reconnaît l'apparition. Il reconnaît l'apparition. Comment le savons-nous? Oui, ah ouais. L'apparition, celle qui était venue quelques jours auparavant. Comment le savons-nous? Mais par le témoignage des gardes, de nouveau. Il reconnaît l'apparition, et cette fois, ce fantôme ne dit rien. Brutus non plus ne le questionne pas. Mais il a l'impression, c'est ce qui est nouveau, de voir les yeux du fantôme, alors que la première fois, il n'avait vu qu'une silhouette et entendu une voix. Là, c'est le silence, mais ses yeux regardent Brutus d'un air sinistre. Et puis, le fantôme disparaît. Et puis, c'est la même scène que la fois précédente. Brutus qui sort de la tente en courant. Mais enfin, qui avez-vous laissé rentrer? Mais c'est le même personnage que l'autre soir. Mais général, nous n'avons laissé entrer personne. C'est de mauvais augure. Hein, voilà, parce que, bien sûr, c'est de mauvais augure. Le fantôme avait dit « je te retrouverai la veille de la bataille » et il l'avait dit d'un air « bon ». Eh bien, le lendemain, la bataille de Philippès a lieu. Et effectivement, les troupes d'Antoine et d'Octave écrasent l'armée de Brutus. Celui-ci n'est pas tué, mais il sent bien que c'est la fin de la course au propre et au figuré. On le poursuivait parce qu'il était l'un des assassins de César. Et après la bataille, il se suicide en se jetant sur son épée. Eh ben. Alors, l'histoire est jolie, c'est une belle histoire de fantôme, même s'il est un peu sinistre. Mais, voyez-vous, Frédéric, il y a un détail important. C'est que de la vie de tous les historiens, sur le plan militaire, Brutus
était en situation de gagner. Ah oui. Il avait la meilleure armée. Il avait des soldats qui le suivaient depuis 2 ans, donc qu'il avait accompagné dans la rébellion, vous voyez, qui soutenait un meurtrier. Il avait des soldats plus expérimentés, il était plus équipé, il aurait dû gagner la bataille, mais sur le terrain, au moment de diriger, de donner ses ordres, il s'est conduit n'importe comment. Et donc, probablement que ce fantôme était de mauvaise augure. C'est vous qui le dites. Oui, ça n'est pas moi. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Que ce soit des hallucinations ou pas, et moi je pense qu'il n'y a pas que des hallucinations dans ces histoires-là, est-ce que ce qui s'est passé, est-ce que cette double visite du fantôme a fait perdre ses moyens à Brutus? Ou plutôt, est-ce que pour Brutus, le fantôme a été l'incarnation du destin? De toute façon, tu es fichu. Si cette fois-ci, tu t'en sors, il y aura une prochaine fois, et où là, tu ne t'en sortiras pas. Je n'en sais rien, mais c'est un aspect intéressant de l'histoire. Exactement. Et l'autre aspect intéressant, c'est qu'encore une fois, c'est un travail d'historien. Plus tard que lui, il ne dit pas « cette histoire est vraie » ou « cette histoire est fausse ». Il dit simplement « j'ai interrogé les descendants des témoins, voici ce qu'ils m'ont raconté ». Et ça se recoupe. Et donc, ça confirme, une fois de plus, allez, Frédéric, ça va être le mot de la fin aujourd'hui, le fait que les histoires de fantômes, elles ne datent pas de la rédaction du scénario de SOS Ghostbusters. Exactement. Merci pour cette belle histoire. On va se quitter, Yves, en rappelant le rendez-vous que vous fixez à nos auditeurs, alors le 28. C'est vendredi 28 janvier à Haute-Rive, aux confins de la Haute-Garonne et de l'Ariège, salle du Belvédère. Et c'est pour soutenir 2 étudiants fort sympathiques qui vont participer au 4L Trophy. Donc nous parlerons, mais en public, en direct live cette fois-ci, de tous ces sujets que nous évoquons dimanche après dimanche dans l'émission. Et pour ceux qui ne pourront pas venir vendredi, outre qu'ils auront tort, nous nous retrouvons dimanche prochain. Sans problème et avec beaucoup de plaisir. Et d'ici là, sur sudradio.fr. Yves, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.